Ok, Abdelaziz Jalal, bonjour. Je suis honoré. C'est vrai que très souvent pour mes invités, je dis je suis honoré, mais je suis sincèrement très honoré parce que le sujet que tu vas aborder aujourd'hui est un sujet qui a toujours été, de mon point de vue, extrêmement important pour des pays comme l'Algérie, qui ont une population jeune, très jeune, une grosse part de la population qui est très jeune, et donc qui appelle à beaucoup de problématiques extrêmement complexes. Alors, sans plus tarder, la première question que je te pose, évidemment, face au vieillissement accéléré de la population mondiale, et là, on va commencer un peu au niveau mondial, quelles sont les principales conséquences socio-économiques que tu identifies et comment les pays peuvent anticiper, gérer ces changements, notamment en matière de santé publique, le soutien aux personnes âgées très préoccupant, dans un contexte où la capacité de la Terre à nourrir une population croissante est mise en question sérieusement. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Slim. Je suis aussi honoré de participer parce que c'est une question qui vient de plus en plus, qui devient de plus en plus récurrente. Alors, juste en préambule, on ne peut pas parler de vieillissement sans parler de naissance et du taux de fécondité. Car en politique gérontologique, c'est donc l'étude du vieillissement, eh bien, c'est lié, taux de fécondité et vieillissement, pour justement évoquer l'impact du vieillissement donc dans les économies du monde. C'est ça. Donc, concernant l'importance de la natalité ou du taux de fécondité, c'est un indicateur qui est simple, c'est le nombre de femmes par enfant. Or, si on regarde dans tous les pays du monde, et surtout dans l'hémisphère nord, eh bien, ce taux de fécondité, il est autour de 1,5, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de renouvellement de la population avec un impact économique certain, puisqu'effectivement, moins de main-d'œuvre, report de l'âge de la retraite, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième autre ratio, il faut que tes auditeurs le comprennent, c'est un ratio qu'on appelle le ratio de dépendance totale. C'est quoi? C'est un ratio qui concerne c'est une division entre les personnes qui sont dépendantes, c'est-à-dire les moins de 15 ans, les enfants, et les plus de 64 ans, sur, bien entendu, ce ratio, donc cette division, sur ceux qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire ceux entre 15 et 64 ans. Et là aussi, ça donne un pourcentage. S'il est supérieur à 50, ça veut dire qu'il y a une pression sur les économies de ces pays, puisqu'ils doivent mettre en place une politique sociale très importante et bien entendu une politique de santé, etc. Et le troisième et dernier ratio, et ce sera la dernière technique dont je parlerai dans ce podcast, c'est justement le ratio de dépendance totale, mais de personnes âgées, puisque avec le vieillissement de la population mondiale et le vieillissement de pays, je parle du Japon, de la Chine ou de l'Allemagne, eh bien ce ratio est devenu très important. D'où justement leur politique sociale, puisque, comme tu l'as compris, ce taux de dépendance va refléter directement les dépenses financières consacrées à la politique sociale d'un État et bien entendu, l'augmentation de ce coefficient va les obliger à construire des autoroutes, des dispensaires, des établissements, etc., etc. Alors, pour passer à ta question, tout simplement des conséquences socio-économiques, eh ben, c'est simple. Eh bien, il y a plusieurs conséquences. D'abord, il y a la pression sur le système de santé. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Avec une population âgée, vieillissante, ben, cela entraîne une demande croissante des services de santé, de soins et de traitements médicaux. C'est ce qui met une pression sur les systèmes de santé nationaux de tous les pays. Si on vieillit mieux, on le sait tous, eh bien, c'est que la médecine et la recherche sont de bonne qualité. Je parle par exemple du cancer et du diabète, où maintenant on a toute une technique médicale pour pouvoir eh bien, non pas les stopper, mais en tout cas les alléger. On a aussi des augmentations des dépenses sociales, ça s'y manifeste. Pourquoi? Parce que tous les gouvernements du monde doivent allouer davantage et plus de ressources au programme de sécurité sociale, de pension de retraite pour les personnes âgées et en grande dépendance, ce qui entraîne bien entendu une augmentation des dépenses publiques. On a aussi une diminution de la main-d'œuvre et des actifs, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on évoquera certains pays. Eh bien, ça entraîne quoi? Une pénurie de main-d'œuvre active, une pénurie de compétences, une baisse de la productivité économique. Par exemple, le Japon, lui, s'est fâché avec tous ses voisins pendant la Seconde Guerre mondiale, il a choisi la robotique. Et aussi parce que dans leur philosophie, leur religion, le taoïsme ou le confucianisme, un objet, une âme. Donc, voilà comment ils essaient de lutter contre le vieillissement. L'Allemagne, par exemple, elle a pris une politique courageuse puisqu'elle a recours à l'immigration. Le Canada, alors l'immigration totale, le Canada, l'immigration choisie. Autre, je dirais, impact, eh bien, il y a la pression sur le régime de retraite. Alors là, c'est manifeste. Moins d'actifs, donc moins de
travailleurs, ben, c'est moins de cotisations retraite. Donc, bien entendu, beaucoup de conséquences, puisqu'on parlera des solutions plus tard. On assiste à une augmentation de la durée de cotisation, un report de l'âge de la retraite. Et donc, effectivement, en conclusion, c'est bien une remise en cause de ces systèmes de retraite partout dans le monde, avec des ajustements obligatoires. On a aussi, je dirais, principale conséquence de ce économique du vieillissement, bah, les besoins de logement et de transport adaptés. Logement accessible et transport adapté. L'hémisphère nord, on voit qu'ils sont au top, mais si on regarde un petit peu les pays de l'hémisphère sud, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ils sont concernés puisque leur population vieillit. Changement aussi dans la consommation, puisque on a des préférences de consommation des personnes âgées qui ne sont pas les mêmes que pour les jeunes. D'ailleurs, il faut déjà penser, et certains pays pensent, à influencer les industries et les marchés par rapport justement à sa demande des personnes âgées. Ben, je vous rappelle tout simplement, moi par exemple, mes parents, ils voyagent en Algérie, ce qui n'était pas le cas il y a 30, 40 ans, ben, c'est une nécessaire adaptation à leur demande de consommation. Il y a aussi, et enfin je terminerai par là, l'emploi des seniors. Je m'explique. Dans certains pays, et je terminerai par là pour votre première question, eh bien, ils sont en train de se rendre compte que le vieillissement de leur population a mis sur le banc les seniors. Je ne dis pas les seniors en âge de travailler à partir de 50, 55 ans, mais ceux qui ont 60 ans. C'est une erreur. La preuve, certains pays en Europe, on commence à légiférer sur l'emploi des seniors, puisqu'ils ne veulent pas faire appel à l'immigration, donc ils font appel à ce réservoir de personnes de plus de 60 ans, 65 ans. Ce que ne font pas les pays anglo-saxons. Donc, en conclusion, eh bien, ces conséquences du vieillissement sur les économies, hein, sur ces pays, eh bien, nécessitent souvent des réponses politiques et économiques pour s'adapter aux défis posés par le vieillissement de leur population. Certains parlent même, tenez-vous bien, tiens-toi bien, Slim, de réarmement démographique, c'est-à-dire relance de la natalité, relance de l'immigration, et, bien entendu, et c'est ça la question principale, bah, pour avoir tout simplement la possibilité d'avoir une économie qui puisse être au top, qui puisse répondre aux besoins, bien entendu, de leur population, en tout état de cause, hein, qui n'ait plus de déficit et qui n'ait plus ce qu'on appelle un arrêt de la croissance. Parce que ce dont on parle, c'est quoi? C'est l'implication des personnes âgées dans l'économie, ça on le sait d'une part, mais surtout l'arrêt ou le ralentissement du vieillissement donc, de la population, parce que ça entraîne une pénurie de main-d'œuvre, comme j'ai dit, active, une pénurie de compétences, une baisse de productivité. Quel tableau et quelle multitude de défis les pays doivent relever. Je suis sincèrement impressionné. Eh ben, quand on a un expert comme toi du domaine qui traite d'un sujet comme ça et qui nous broche du moins un tableau aussi exhaustif des défis, on se rend compte que politiquement et budgétairement parlant, justement, la situation est très très complexe. Il y a de vrais paradoxes qui se posent. Alors, comment ce phénomène affecte effectivement la productivité? Quelle stratégie? Eh bien, parce que le développement économique et la soutenabilité de ces problèmes-là est véritablement posé sur la table. Alors, c'est quoi les stratégies que vous suggérez pour équilibrer, enfin que tu suggères, ou quand je dis vous, c'est les experts qui se penchent sur cette question extrêmement sérieuse. Quand tu disais que l'Europe se dépeuple clairement avec son ratio supérieur à 50. Donc, c'est vraiment sérieux comme problème. Alors, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour équilibrer les besoins de financement, des retraites, tout en stimulant la croissance? Le monde va vers les 10 milliards d'habitants. Comment on va faire? Comment on va faire? Le problème est sérieux. Ouais. Alors, je vais être optimiste. Il y a un économiste de la banque HSBC qui est intéressant ce qu'il dit, hein, parce que c'est vrai qu'on va droit dans le mur, hein. J'avais écrit un article sur la Loatan justement sur le vieillissement en Algérie où je disais que nous, Algériens, nous avons une chance, mais on parlera du cas de l'Algérie tout à l'heure, c'est qu'on est relativement épargné. On a une population jeune, notre taux de natalité se porte bien, il est à 2,96, mais il est le plus important que dans le Maghreb, hein, que le Maroc ou la Tunisie. Alors, pour répondre à ta question, c'est simple. Il faut anticiper
C'est clair, hein, c'est comme tout manager, hein, comme tout chef d'entreprise que tu es. Quand on voit qu'il y a un problème qui pointe à l'horizon, on anticipe pour justement gérer au mieux ces changements. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour anticiper et gérer les changements liés au vieillissement de la population, eh ben, il faut tout simplement mettre en place des politiques de santé publique et des programmes de prise en charge spécifiquement adaptés aux personnes âgées d'une part et à la population d'autre part. Ce que je veux dire par là, je veux dire par là que ça inclut quoi? Ça inclut des investissements dans les soins et de santé primaire. Ça inclut aussi la promotion de modes de vie sains. Ça inclut, alors je parle d'une manière générale, après on viendra au cas de notre pays, ça inclut aussi le développement, par exemple, des soins de services à domicile pour les personnes âgées et la création d'institutions. La formation de personnel de santé pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, des politiques visant à promouvoir la participation sociale de ces personnes âgées, mais il n'y a pas que ça. On peut penser aussi à cette fameuse génération X et Y que font partie mes enfants, c'est-à-dire parier sur les générations futures pour faire de la prévention. Je rappelle juste une chose, hein, mon cher Slim, je ne t'apprends rien. Qu'est-ce que disait Malthus? Hein, il disait, c'était en 19e siècle, hein, l'équilibre des ressources doit être égal à la population. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas toi que je vais apprendre que c'est ce qu'on appelle le fameux jour du dépassement. Hein, ou tout simplement, eh bien, en août, la Terre ne peut plus nourrir toute la population. Mais je reviens à James Penroy que j'ai cité tout à l'heure, économiste en chef à la HSBC, il a fait une étude, hein, et il disait que, et c'est là l'optimisme que j'ai un peu, mais alors, que s'appellent les démographes et les gérontologues et les économistes divergent, mais il dit que à partir de 2083, on va assister à une baisse justement de la population, mais drastique. Ben, écoutez, tous ceux qui font leur récompense sur le climat, je suis désolé, on arrivera à demander à Malthus un équilibre ressources et population. Il ne faut pas qu'on aille contre la nature. La population vieillit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ben, il faut laisser faire. Voilà donc mon, 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 mon opinion. Mais après, bien entendu, il faut lutter contre l'insécurité alimentaire, gérer le problème de l'eau, hein, parce que on est en stress hydrique partout dans le monde maintenant. Hein. Et des pays du Nord, bon, je ne parle pas de la Suède et de la Norvège, mais regardez l'Espagne. La France, par exemple, il y a une ville, Perpignan, qui a été touchée, qui a le même climat et stress hydrique qu'un pays comme l'Algérie. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit d'abord anticiper. Et ensuite, bien entendu, on peut mettre en place des stratégies. Si je reprends le cas de l'Algérie, hein, notre pays, bah, on doit renforcer ce qu'on appelle les infrastructures de santé. Hein. Ça, c'est important. C'est-à-dire investir dans les infrastructures de santé pour garantir un accès adéquat aux soins de santé pour toutes les personnes bien entendu âgées. Parce que l'Algérie a une chance incroyable. Tous les indicateurs sont verts au point de vue, je dirais, eh bien, de la santé, de la jeunesse. Elle devrait tirer des leçons de ce qui se passe de l'autre côté dans l'hémisphère nord pour pouvoir justement anticiper. Et ce que je dis à mes étudiants, j'étais à une conférence au Canada et je parlais de la e-santé en Afrique et de la politique géontologique. Je dis que vous, Africains, nous, puisque nous sommes en Afrique algérienne, on a cette chance formidable de pouvoir justement mettre en place tout ce que l'ONU, l'agence de l'ONU qui s'appelle l'UNFPA, eh bien, développer des programmes de soins à domicile pour les personnes âgées, parce qu'on va avoir maintenant de plus en plus de personnes vieillissantes. Promouvoir un mode de vie sain, je l'ai dit, renforcer des systèmes de protection sociale, investir dans l'agriculture durable, hein, et puis, bien entendu, toujours sensibiliser, éduquer. Hein, c'est-à-dire informer, former, évaluer. Hein, c'est, je dirais, le b.a.-ba de ce que doit faire, bien entendu, chaque ministère en Algérie. Hein. Alors, je ne suis pas ici comme donneur de leçons, parce que je sais que c'est fait. Mais ça doit être quelque chose que nous devons toujours garder en tête. D'accord. Eh ben ouais, ouais, j'aime beaucoup ton optimisme et extrêmement intéressant. Je prends, j'achète, je suis preneur et ça me rassure pour la suite. D'autant plus que j'ai 8 ans, 67 ans, mais je rentre dans ma 68e année depuis quelques jours et je fais partie de ces gens-là qui se posent la question, est-ce qu'on va pouvoir
mes enfants, je veux pas devenir une charge pour eux. C'est exactement la question qu'on se pose tous à partir depuis quelques années maintenant. Avant, les gens ne se posaient pas du tout cette question. On était dans un autre contexte familial. C'était des évolutions culturelles. Alors, en troisième question, j'aimerais savoir justement, il y a ce vieillissement, il induit évidemment un questionnement concernant les pensions. Qui va payer les pensions de retraite, hein? Et l'équité entre les générations. Est-ce que tu peux nous en parler et puis aussi citer quelques exemples de pays qui ont Bien sûr, anticipé ce problème? bien sûr, Merci. absolument. Bien sûr que le point central de ce que nous sommes en train d'échanger hein, sur le vieillissement et son impact économique dans les pays, eh bien, c'est clair que, je ne l'ai pas dit, il y a bien entendu une stratégie avant de répondre à ta question qu'on a complètement oubliée, hein, c'est la politique de l'immigration. Il y a des pays comme l'Allemagne, hein, ils ont fait ce choix. 1 million de personnes, hein, je veux dire immigrés par an. Ils sont passés de 1,46 taux de fécondité, pardon, ils étaient à 1,1, ils sont maintenant 1,60. Et pourquoi je parle de l'Allemagne? Parce qu'ils ont eu une belle stratégie de soutien justement à une politique axée sur l'innovation, ça faut le dire, faut bien insister, puisqu'ils ont recours à tout ce qui est intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IoT, les Internet des objets, pour parvenir justement à une meilleure allocation de la ressource travail, pour contrebalancer le manque de facteurs de travail, puisque effectivement, il y a moins d'Allemands. Ils ont bien entendu encouragé le travail des seniors, mais surtout, tiens-toi bien, la participation des femmes au travail. Donc, pour répondre à ta question sur la gestion des réformes de retraite, il n'y a pas 50 manières. D'ailleurs, juste à titre indicatif, le pays qui a le meilleur système de retraite au monde, c'est les Pays-Bas. Et après, je te parlerai du cas de l'Allemagne, ce qu'elle a fait. Pourquoi je parle des Pays-Bas? Parce que les Pays-Bas, ils ont un système de retraite qui est composé de trois piliers principaux. Le premier pilier, bah, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le pilier AOW, je ne vais pas te le dire en hollandais, qui est le régime de base de retraite d'État aux Pays-Bas. Le deuxième pilier, c'est un régime de retraite professionnel. Voilà, c'est l'entreprise, hein, on l'appelle aussi pension d'entreprise, qui verse un complément. Et ils ont un troisième pilier fondé sur un épargne retraite individuelle. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'Allemagne a ces deux piliers. Et c'est tombé la semaine dernière, et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et ça, je pense aussi à notre pays, à l'Algérie, c'est une piste à explorer. Puisque pour l'instant, je te dis, hein, les indicateurs sont verts, mais il faut que nous anticipons pour pas que nous connaissions la même trajectoire que les pays du Nord. Pourquoi? Parce que si on regarde notre pyramide des âges actuelle, eh bien, elle est en train de suivre la même trajectoire. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? Elle a proposé de créer un fonds, un fonds destiné, un fonds de plusieurs milliards, je crois que c'est 15 milliards d'euros, destiné justement à compléter les pensions retraite des Allemands. Ça, si je prends une analogie, c'est ce qu'a fait la Norvège quand ils ont découvert du pétrole en créant leur fonds souverain. Alors, les syndicats allemands sont montés au créneau à juste titre, et je suis d'accord avec eux. Ils disent à juste titre, hein, sans faire de politique, ok, on est d'accord, mais comment où vous allez placer ce fonds? Alors, il a été dit que ça serait des placements, bien entendu, et ça, tu sais ça mieux que moi, à la bourse. Et là, ils ont dit, ouais, mais si ce fonds-là que vous créez et la bourse va bien, tant mieux, mais si demain il y a des fluctuations, ça arrivera à néant. C'est exactement ce qui s'est passé avec le fonds qui a été créé par Lionel Jospin en France, où eux, c'est encore pire. D'une part, il a été atteint par les fluctuations boursières, et deux, l'État français a ponctionné dans son fonds, non pas pour aider les personnes retraitées, en tout cas les pensions retraite, mais pour aller résorber, je ne sais plus, je crois que c'est le trou de la sécurité sociale ou autre chose. C'est-à-dire que l'Allemagne, pour choisir justement une stratégie intelligente de financement de pension de retraite, a choisi tout simplement la création de ce fonds. Alors, regardons, moi je vais regarder, je vais voir comment ça se concrétise, mais vous voyez, on conclut, tous les pays du monde, sans exception, sauf des pays comme la Tanzanie ou le Niger, ils ont un taux de natalité de 8,2 d'enfants par femme. Ils ne sont pas concernés pour l'instant, c'est clair. Mais tous les pays du monde
sans exception, sont en train de travailler sur comment nous allons payer les pensions de retraite de personnes qui ont travaillé 30, 40 ans. Et nous, Algérie, on a la chance, donc pour l'instant, d'avoir un pays jeune, mais on doit se poser la question, on doit se préparer. Bien. Et bon, bah écoute, bon, je suis rassuré concernant ma retraite. Il y a de la créativité. Et il y a de l'Algérie. Tiens, on va en parler là à l'instant, avec son inversion de la pyramide des âges. Elle fait face vraiment à une inversion explosive hein, de sa pyramide des âges, avec des implications profondes pour son développement futur. Alors, quels sont les défis spécifiques, même si tu les as cités précédemment, qui sont des défis globaux, mais peut-être on va les reprendre pour l'Algérie Voilà, en termes d'emploi, d'éducation, de soins c'est de ça. santé, politique de recommandation. Il y a aussi, enfin, je me permets de compléter un peu la question que je comptais te poser en me disant, moi, je vois un changement culturel profond. Avant, les vieux, ils vivaient en famille. Maintenant, les jeunes, ils ne savent plus quoi faire de leurs parents. Pas plus tard qu'à 48 heures, j'ai rencontré oui, à l'occasion de la fête de la femme, j'en parle, j'ai rencontré des jeunes start-upeuses. Enfin, mais je dis des jeunes start-upeuses, des jeunes par rapport à moi, mais ce sont des femmes au foyer avec des enfants, etc. Elles ne savent pas quoi faire. Elles ont leur start-up, elles montent leur business. Comment on fait? Ça, c'est pour les enfants. Alors pour les parents, mais mon père est malade en plus. Je suis obligé d'aller m'occuper de mon père qui est tout seul dans la maison. Il veut pas quitter chez lui, il veut pas venir chez nous. Enfin, voilà, les problèmes, on commence à les voir pointer et je pense, comme tu dis, il faut anticiper et il n'y a rien de mieux que la discussion, le dialogue et l'écoute d'experts pour pouvoir réellement bien anticiper. Alors, est-ce que tu as des recommandations et aussi des messages, Absolument. étant donné que c'est notre dernière question, je te laisse la parole et tu concluras et je te remercierai juste après. Allez, D'accord. Alors d'abord, je parlais des défis de notre pays et ensuite les recommandations. En tout cas, merci, mon cher Oslim, parce que tu sais, je vais souvent en Algérie. J'ai visité les Dar Hadjaza, ce qu'on appelle ces fameuses maisons qui disent entre parenthèses de retraite, mais ça n'a rien de retraite, bien au contraire. Et j'avais été interviewé par une journaliste, c'était en 2014, on avait fait notre première conférence sur la e-santé, puisque ma spécialité, c'est permettre aux personnes âgées ou vulnérables, hein, pensant aux personnes en situation de handicap, de rester chez elles au moyen de technologies. Ce n'est pas des gadgets, hein, on en parlera tout à l'heure, parce que je pars du principe. Ce que tu dis est vrai, c'est que l'Algérie est passée d'un pays rural dans les années 60, où tout le monde vivait dans un rez-de-chaussée, rez-de-jardin même, toute la famille vivait ensemble. Donc il n'y avait pas de problème. Si la tante Amti elle tombait, d'abord elle ne risquait pas de tomber parce qu'elle était dans son lit, elle ne pouvait pas tomber du premier ou deuxième étage, il n'y avait pas, on était tous logés à la même enseigne, ben, elle était tout de suite prise en charge. Maintenant, c'est normal. Notre pays est devenu moderne, il s'urbanise et se pose la question suivante. Là, notre épouse travaille, nous, on travaille, les enfants sont même, comme tu le dis, start-upers ou étudiants. Que faisons-nous de la personne âgée? Attention, c'est une question qui est vraiment très importante. Pourquoi? Je l'évoquais à plusieurs reprises. Hein, je fais partie d'un club de gériatres en Algérie et je leur dis que, et ils le savent, que c'est une question à part entière. Alors, on a quelque chose dans notre ADN. Rappelle-toi, hein, au lendemain de l'indépendance, hein, c'est la promotion sociale, hein, c'est important, la promotion de l'homme et de la femme. Moi, je suis pour le libre entreprise, là, le côté libéral, mais n'oublions pas notre ADN qui est le social, la solidarité. Alors maintenant, quels sont les défis? Ben, les défis, ah oui, pardon. Juste pour donner un petit peu d'optimisme, puisque je suis un grand patriote, comme tu le sais, moi je suis effaré quand j'ai préparé ce podcast avec toi sur l'indice de développement humain de l'Algérie. J'étais waouh, on est quand même relativement bien placé, on peut mieux faire, mais on a été encensé. Je parle maintenant de l'habitat. Tu sais qu'on a eu, je dirais, mis à l'honneur par l'ONU pour avoir combattu les bidonvilles. Alors il y a certains qui disent ouais, mais c'est des ADL, c'est pas terrible, il y a des problèmes, des malfaçons, mais qu'est-ce que tu. Alors j'ai répondu à mon cousin, tu préfères ça ou du bidonville? Mais il y a un certain nombre de choses positives qui sont en train de se faire. On a une natalité qui est importante. Alors, les défis. D'abord, au point de vue de l'emploi. Là, je ne t'apprends rien. Chômage, en particulier parmi les jeunes, c'est un défi majeur. L'Algérie, elle doit faire face justement à cette nécessité de créer davantage d'opportunités d'emploi, de diversifier son économie, ça c'est évident, et de travailler sur la formation professionnelle. J'ai vu, hein, puisque effectivement je partage, c'est pas avec un ami à monter un ça s'appelle un institut de formation, bah, j'ai découvert, et tant mieux,
qu'il y a un pourcentage dédié à la formation. C'est un début, mais il faut que ça accélère. L'éducation. Alors là, parlons-en. On sait que l'Algérie a fait des gros progrès à l'éducation sur l'université. Alors certains me disent, ouais, mais Abdelaziz, tu as vu, on a la quantification, on n'a pas la qualité. Faux. Moi, je travaille avec Sidi Blabès. Elle vient d'être, je dirais, classée avec CETIF sur justement dans le classement Shanghai. Donc, bien sûr qu'il faut, bien entendu, relever ce défi. L'habitat, j'en ai parlé, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir, mais les transports. Se doit de développer les transports. C'est vrai qu'on a une économie, moi je dis de l'automobile, parce qu'on a de la chance d'avoir du pétrole pas cher et tout. Mais les transports, pourquoi c'est important? Ben, les enfants en bas âge, les écoliers, les universitaires, et puis surtout les femmes qui sont enceintes ou qui auront des jeunes enfants, et puis demain, les personnes âgées. Hein. Je te souhaite une santé vraiment importante jusqu'à 90-95 ans, mais demain, tu pourras peut-être plus conduire, tu auras besoin des transports. Alors, quelle politique recommanderiez-vous? Alors écoute-moi bien, mon cher Slim, je vais venir sur l'habitat. Quand j'ai appris qu'il y a eu les habitations ADL, j'ai envoyé un mail à des personnes qui sont, je dirais, qui ont accès à nos autorités. J'aurais dit, mais profitez de mettre en place des technologies simples, pas chères, en même temps que vous construisez. Par exemple, tout ce qui est accessibilité. Il y a des personnes qui sont dans ADL, par exemple, pardon, moi, mais de donner des détails, mais ils sont importants, ils sont aux toilettes, ils n'arrivent pas à se relever. On a ce qu'on appelle des barres. D'accord? Ça, mettez-le. Mettons, il faut en mettre partout. C'est des choses simples. L'habitat, je parle de géotechnologie. Par exemple, tu sais que moi, en Europe, je suis reconnu par mes pairs, ou justement, puisque je suis secrétaire de l'International Society of Géontologie qui est à Genève, je permets à des personnes Alzheimer, j'ai bien dit Alzheimer, handicapées, de rester à la maison et de pouvoir, avec des moyens technologiques d'alarme via le téléphone, de pouvoir les garder chez eux. Ça répond à la question de la personne jeune start-upeuse qui t'a interpellé. Bien entendu, renforcer les infrastructures de santé, hein, de faire des hôpitaux, de développer, moi je le dis, hein, je suis pour le partenariat public-privé. On a le droit d'avoir des hôpitaux publics, c'est important, puisqu'il faut que ça soit accès, ça soit, on donne accès au plus grand nombre, mais on peut mettre à côté, avoir à côté des cliniques privées, hein, pour développer de la recherche, etc., parce qu'ils ont l'argent. Bien entendu, développer des programmes de soins à domicile pour nos futures personnes âgées, promouvoir, bien entendu, un mode de vie qui soit vraiment, certes en rapport avec notre aspect culturel, mais culturel. J'ai vu les dates de la Hadjaza, comme je t'ai dit, hein, celle de Tlemcen, celle de Oran, celle d'Alger. On vaut mieux que ça. Un grand, un grand philosophe, j'ai oublié le nom, je me rappelle Amadou, il disait que la grandeur d'un pays, eh bien, elle est fonction du respect qu'elle doit à ses aînés. Il nous reste qu'un petit pas à faire. Alors, c'est vrai que la jeunesse est la priorité, c'est vrai que l'emploi est la priorité, je suis totalement d'accord. Mais je me dis, je me dis qu'il faut absolument que nous pensions aussi à ces personnes âgées, puisque ça va arriver très vite, hein, très très vite. Et donc, ça va poser toutes les questions que j'ai dit. Comment préserver leur santé? Comment assurer leur pension? Comment assurer l'habitat? Comment assurer, bien entendu, les transports? Donc, ça veut dire que tout cela, il faut qu'on lance une campagne de prévention. Moi, j'étais fier de notre pays pendant le Covid. Je suis désolé, au point de vue de la prévention. Attention, mettez votre masque, attention, faites attention sur ça, sur ça. Je parle de communication. On sait sensibiliser, éduquer. Eh bien, il faut encore l'accélérer. Donc, pour revenir, et pour conclure, pardon, eh bien, en adoptant une approche, je dirais, holistique, qui intègre à la fois la santé publique, notre sécurité alimentaire, on est en train d'y arriver. Je viens d'apprendre que je ne le savais pas, que sur certains légumes, certains produits, eh bien, on est à 100% de souveraineté alimentaire, pas d'autres, comme le blé tendre. Mais justement, en adoptant une approche holistique qui intègre à la fois la santé publique et la sécurité alimentaire, l'Algérie peut, j'en suis sûr et certain, mieux anticiper et gérer les défis liés au vieillissement de sa population. J'en suis certain, et tu en es l'exemple. Combien de fois tu nous as interpellés, alertés, et tu as raison. On éduque, on informe, on forme, on évalue. Moi, je suis un éternel apprenant. Hein, j'ai la chance et je remercie mes frères algériens de m'inviter régulièrement en Algérie. Je leur dis, moi, je ne viens pas pour donner des leçons. Je viens pour apprendre. Je vous donne un petit peu de mon expérience. Mais je leur dis de grâce, ne regardez pas que la France.
Regardez les pays scandinaves, regardez le Canada, regardez des pays comme l'Allemagne, regardez des pays même comme l'Afrique du Sud, puisque chaque pays a bien entendu ses particularismes comme le nôtre, mais on peut prendre des choses qui sont intéressantes. Et je conclurai par la chose suivante, mon cher Slim. J'étais, comme je te l'ai dit, au Canada, invité à une conférence sur la e-santé en Afrique, Quoi de neuf docteur, je l'appelais, et j'ai mis en avant ce que faisait en Algérie. Et j'ai parlé du leapfrog par rapport au vieillissement avec son impact économique, sociétal et sociologique. Leapfrog, saut de grenouille. Moi, pourquoi je suis très optimiste? Je me dis que l'Africain en général, l'Algérien en particulier, surtout nos enfants en génération Y, X et Y, pardon, Y et Z, sont tombés dans ce qu'on appelle le chaudron comme disait Obélix, qui est tombé dans le chaudron de la potion magique, eux, ils sont tombés dans le chaudron du numérique. Ils adorent le numérique. Ben, je leur ai dit, eh bien vous allez réussir plus rapidement que dans l'hémisphère nord. Pourquoi? Je prends le cas du téléphone. Le téléphone, il a été inventé, concept, après on a le combiné, on a mis les poteaux téléphoniques, après les lignes téléphoniques, après on a enfui les lignes téléphoniques, après on a créé le GSM, et après on a créé le portable, l'iPhone. Moi, je me dis que vous, Algériens, vous pouvez maintenant, grâce au numérique, aller très vite. C'est pour ça que je suis vraiment, vraiment ravi que les jeunes Algériens se sont intéressés maintenant aux nouvelles technologies. Et je terminerai par quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours, où j'ai été mentor donc, de jeunes start-upers algériens sur la loi de la numérisation. On en a parlé dans les journaux. J'étais leur mentor. Et d'ailleurs, pardon, je suis quelqu'un de très humble, hein, en tout cas, j'aimerais que je sois perçu comme cela, mais deux de mes équipes sont arrivées sur le podium. Et là, j'étais surpris par leur envie, leur engagement. Certains vont repartir en Algérie, certains sont déjà en Algérie. Moi, je pense que si on adopte cette approche holistique, l'Algérie, j'en suis persuadé, avec le numérique, parce qu'elle a pris le virage numérique. Hein. Quand j'ai appris qu'on était carrément, comme tu le disais, fibré à 90%, il y a même des villages reculés, eh bien cela pourra participer à relever le défi du vieillissement qui aura un impact, mais certain, bah, sur notre population, bien entendu, sur l'économie, sur le budget, sur notre PIB, sur notre croissance économique, sur notre productivité. Voilà, mon cher Slim, j'espère avoir Ah, été clair ah ouais, eh ben, écoute, et je te remercie engageant. beaucoup. Juste, je voulais attirer ton attention sur justement, toi qui adore justement le numérique, j'ai accordé un podcast, enfin j'ai interpellé une jeune dame, start-upeuse, qui a mis au point un produit pour les personnes âgées en application informatique et aussi disponible en pharmacie qui s'appelle Strap Life. Ouais, Je sais pas si tu en as entendu parler, je pense que oui, non, peut-être. Non? non. Alors, C'est quoi? je Alors, vais, vas-y, dis-moi, c'est quoi? je t'enverrai le lien, tu regarderas Volontiers. rapidement. C'est quelque chose de véritablement révolutionnaire puisque leur start-up, qui est algérienne, est dans un processus de levée de fonds parce ils veulent couvrir toute l'Europe avec ce produit-là. Et c'est un produit qui est en droite ligne avec tes aspirations et tes préoccupations, tu vas adorer. Je Ben, t'envoie ça et écoute, je te remercie mille fois parce que vraiment, c'est passionnant et je pense que ceux qui vont écouter vont être plus que passionnés et tu auras beaucoup de gens qui vont s'engager derrière toi. Mais ne te présente pas, s'il te plaît, au présidentiel parce que tout le monde va voter pour toi. ah non, non, tu sais, Plaisante. Slim, Slim, j'adore mon pays, l'Algérie. Alors, si une chose où je suis pas bon du tout, c'est C'est la dans la politique. politique. D'accord. Même si tout est politique. Moi, la seule chose Ah, pour répondre à ce que tu dis, je suis allez, passionné par les technologies et la santé et je te dis à bientôt. allez, à bientôt. Merci. Au revoir.